On va s'intéresser à une information qui est tombée il y a un peu moins d'une heure, qui nous vient d'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky qui parle non pas de paix mais d'entente et d'invitation. Inviter la Russie au prochain sommet où il sera question de l'avenir de l'Ukraine. On se souvient à Lucerne, ce sommet en Suisse, sommet auquel les Russes n'avaient pas participé, les Chinois non plus, qui en faisaient d'ailleurs un casus belli. On va écouter le président ukrainien. Je pense que nous sommes prêts à organiser le deuxième sommet pour la paix en Ukraine le plus tôt possible. Et je pense que des représentants de la Russie devraient être présents lors de ce deuxième sommet. On va retrouver nos envoyés spéciaux à Pavlograd en Ukraine, Claire Cambier et Charlotte Lefettet. Grand merci à toutes les deux d'être là en direct. Comment interpréter ces propos du chef de l'État ukrainien? Est-ce qu'il faut y voir clair un rapport notamment avec ce qui se passe dans le monde? On s'intéressait aux États-Unis, à Trump et peut-être aussi à la réalité du terrain en Ukraine. Oui, alors juste une chose avant de développer, il faut quand même noter que si l'invitation aujourd'hui est limpide, il y avait déjà eu lors du dernier sommet pour la paix en juin dernier, une invitation faite à la Russie. Zelensky, tout comme tous les autres participants, avait souligné en conclusion que la Russie devait venir à la table des négociations. En tout cas, les choses sont maintenant plus claires. Le préalable à toute négociation, le retrait des troupes russes des territoires occupés a sauté. Alors pourquoi Zelensky veut ce deuxième sommet? Il le veut en novembre. Eh bien, évidemment, il y a la situation sur le front. Vous l'évoquiez, les Russes sont actuellement à l'offensive. On le sent sur le terrain, mais l'aide américaine arrive, les F-16 arrivent. Alors, surtout, ce qui pose problème, c'est les élections américaines. Zelensky craint qu'un changement de président, craint qu'une potentielle arrivée de Trump au pouvoir ne change la donne et qu'il ne se voit imposer un accord de paix bien moins favorable. Zelensky, en tout cas, il reste sur la même idée, cette proposition en 10 points qui comprend toujours le retrait des troupes russes des territoires occupés. Ces 10 points, ils seront discutés lors de différentes réunions internationales qui débuteront dès cet été. La première devrait avoir lieu prochainement au Qatar. Pour le moment, du côté russe, et elle l'a encore répété hier par le biais de son ministère des Affaires étrangères, pas question de participer à ce deuxième sommet pour la paix. Ce plan en 10 points est un ultimatum pour Poutine qui, lui, reste sur ses propres conditions, c'est-à-dire l'abandon de l'adhésion à l'OTAN et la cession des 4 oblasts revendiqués. Merci beaucoup Claire, merci à Charlotte Lefettet qui vous accompagne. C'est très intéressant ce que disait Claire. Il y a presque déjà une fin de non-recevoir de la part des Russes. Alors, à qui s'adresse le message de Zelensky? Aux Chinois? Aux Indiens? On sait que le Premier ministre indien a été reçu en grande pompe à Moscou, qu'il a parlé avec Vladimir Poutine, qu'il a parlé de paix d'ailleurs, qu'il a parlé notamment de ces armes qui pourraient se taire. Oui, il s'adresse aux Chinois, s'adresse aux Indiens, s'adresse aussi aux Européens. Alors, le plan que propose Zelensky, ce plan en 10 points, c'est celui qu'il avait mis sur la table dès septembre 2022. Et dans l'article 1er, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, chose que les Chinois d'ailleurs avaient soutenue, parce qu'eux pensent à Taïwan, donc ils sont pour l'intégrité territoriale, et tout le reste. Alors, pour le moment, ça n'avance pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il vaut mieux discuter lors d'une conférence sur la paix avec celui qui est l'agresseur. Donc c'est mieux que les Russes soient là. C'est vrai que Zelensky les avait invités, ils ne sont pas venus. C'est aussi pour ça que les Chinois n'avaient pas voulu venir. Et probablement, ils viendront d'autant moins au prochain sommet que, si j'ai bien entendu, Zelensky dit que le sommet se tiendra en Ukraine. Mais ce qui est important, c'est malgré tout de poser ses jalons, parce qu'on est dans une situation où, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même une fatigue de la guerre. Il y a une évidente fatigue de la guerre en Ukraine, qui a extrêmement peur, même si elle reçoit les armements occidentaux de meilleure défense aérienne, etc., sur le fait que les infrastructures sont de plus en plus systématiquement détruites. On est à 5-6 heures par jour de coupure de courant à Kiev, par exemple, et encore pire. Même si, là où vous avez raison, c'est que même si on est en plein été, il y aura un hiver à passer. Et il y a un hiver qui s'annonce. Donc pour toutes ces raisons, Zelensky veut faire bouger les lignes, mais on est dans une situation de rapport de force. Pour le moment, la position des Russes reste effectivement la même. On veut les 4 oblasts et on veut surtout la démilitarisation de l'Ukraine et qu'elle n'adhère pas
à l'OTAN. Donc là-dessus, Poutine ne va pas bouger. Il n'a aucune raison de bouger avant les élections. Oui, mais c'est un camouflet. Pourquoi faire un deuxième sommet dans ces cas-là si la Russie n'y va pas et la Chine non plus? L'Inde, on ne sait pas. Non, mais le problème, c'est de faire en sorte que et l'Inde et la Chine, qui peut par exemple quand même des risques d'escalade que l'on voit quand l'OTAN annonce qu'on va déployer des missiles sur le territoire européen à même de frapper la Russie s'il le faut, la Russie répondant en évoquant des frappes contre les villes occidentales. Donc il y a tout ça avec l'ombre du nucléaire derrière, même si on n'en parle pas trop, qui par exemple inquiète les Chinois. Donc les Ukrainiens peuvent imaginer qu'un certain nombre de pays qui sont les ponts puissent d'une certaine façon commencer déjà à jouer un rôle plus actif. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi qu'officiellement l'Ukraine, et ça c'est assez nouveau, pourrait négocier, pourrait discuter? Alors c'est ce que Jacques Lacan pourrait appeler le dur apprentissage du réel, c'est-à-dire que 2 ans et demi après le début du conflit, en fait, on se heurte aux réalités, c'est-à-dire qu'on perd du terrain, on a du mal à contre-attaquer. Malgré les promesses, les F-16 ne sont toujours pas là. Est-ce que les F-16 en plus seront véritablement des game changers? On n'en sait rien. Et là, peut-être qu'on ouvre une fenêtre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une synergie? Est-ce que c'est un jeu de dupes? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une synergie éventuellement avec la Russie? On sait que du côté russe, on se pose beaucoup de questions sur l'attitude de la Chine. Sur la loyauté de la Chine. Notamment avec les essais la semaine dernière en Biélorussie. Oui, tout à fait. Avec des soldats chinois en Biélorussie. Et là, Moscou, semble-t-il, a tiqué en disant que viennent faire les Chinois. Oui, et puis du côté des Chinois ou du côté du parti, on commence à se dire, bon, attention, le business d'abord. Il y a eu des mesures sous votre contrôle de rétorsion économique, notamment sur les grandes plateformes de livraison et sur les banques, vous avez raison. Les banques qui sont menacées de sanctions, et sans les banques chinoises, l'expansionnisme économique et financier chinois, en fait, est stoppé. Donc il y a en Chine vraisemblablement une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne privilégie pas une solution équidistante, médiane, mais qui serait extrêmement en fait difficile, qui plongerait en fait les Russes dans une situation difficile. Donc voilà, il y a peut-être aussi du côté de Moscou quelques failles, quelques faiblesses, et là il y a peut-être une synergie, une interaction, pour la première fois, russo-ukrainienne, où finalement on va essayer de s'arranger, de gagner du temps à travers d'hypothétique négociation, parce que sur le plan en 10 points, si Zelensky n'est pas prêt à céder le moindre point de ces 10 points, je ne vois pas du tout sur quoi on va pouvoir jouer. Il y a pas de... Alors, je ne suis pas un expert, mais en général, celles et ceux qui se succèdent sur ce plateau disent que pour négocier, il faut avoir des choses à négocier. Donc là, il y a des choses à négocier, même s'ils ne sont pas d'accord. En tout cas, il y a de la matière. Renaud Girard, il y a des gestes, il y a des mots. Oui, il y a des gestes et des mots. C'est effectivement la première fois que Zelensky, je pense effectivement par réalisme, fait cette offre. Il faut savoir que les discussions étaient allées déjà assez loin à Istanbul. Au tout début de la guerre. Au tout début de la guerre, c'était à la fin du mois de mars 2022. Je n'ai pas compris comme Marc que le sommet devait être organisé en Ukraine. Il disait le sommet pour la paix en Ukraine, mais ça ne voulait pas dire qu'il devait être organisé en Ukraine. Oui, ce qui me semble plus logique. Voilà, c'est plus logique. Là, donc, il y aurait peut-être Lucerne 2. Voilà, ça peut être à Lucerne 2 ou à Vienne ou dans une capitale de ce type. Et je crois que en fait, Zelensky comprend que d'abord, l'avenir international n'est pas garanti pour lui. Alors, il a déjà ces 60 milliards votés par le Congrès, ça, ils sont votés. Mais si Trump vient, je ne suis pas du tout sûr que l'Amérique continuera à me financer et l'Europe est suiviste à l'égard de l'Amérique. Et puis aussi, il s'aperçoit que, vous savez, au front, ce sont des pères de famille qui combattent sur le front ukrainien. Ils savent que les jeunes ne sont pas très tentés par s'enrôler dans l'armée et que peut-être qu'un cessez-le-feu... C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, qu'un cessez-le-feu, c'est quand même aujourd'hui la meilleure des solutions possibles. Il va sûrement pas accorder à
à Poutine les 4 oblasts. Il n'y aura pas une paix sur ce thème, mais il y aura peut-être un cessez-le-feu, des arrangements, si vous voulez, comme il y en a eu d'ailleurs... Sur le Donbass, d'ailleurs, comme il y en a eu d'ailleurs après... Il y a quelques mois, Zelensky avait lâché en disant, bon... Voilà. Par exemple, même si les 4 oblasts ne sont pas rendus par la Russie, et si les Russes restent sur leur position, vous savez... c'était le cas des pays baltes après 1945, la France et les États occidentaux n'avaient jamais reconnu l'annexion des États baltes. Et aucun ambassadeur de France n'était jamais allé dans les États baltes. L'intérêt du cessez-le-feu, c'est d'éviter, et de l'armistice, c'est d'éviter la paix. Enfin, le plan de paix qui signifie effectivement... Et qui prendra beaucoup plus longtemps. Des décisions, etc. On peut rester dans le flou. L'autre scénario, outre les Baltes, on n'a jamais reconnu l'annexion, c'est le scénario entre les deux Corées. Avec une ligne de front qui devient de fait une ligne de cessez-le-feu, puis d'armistice sans que rien ne soit réglé.